les dimensions essentielles de mai 68, elles sont finalement assez nombreuses, parce que c'est un événement protéiforme, mais ce qui marque évidemment, c'est le fait que ce soit le plus grand mouvement social du XXe siècle, la plus grande grève même de l'histoire de France, avec 7 millions de grévistes et au total finalement plus de 10 millions de personnes qui cessent le travail. Donc c'est une dimension centrale qui a d'ailleurs été occultée pendant très longtemps dans la mémoire dominante, disons, de mai 68, parce qu'on la réduisait à une révolte étudiante. Alors évidemment, une autre dimension extrêmement importante, c'est l'extraordinaire efflorescence comme ça de projets de société alternatifs ou d'imagination comme ça créative et de remise en cause des normes ou des carcans sociaux avec une inventivité langagière, même graphique, hein, avec les affiches de 68 qui n'ont pas énormément d'équivalent dans les mouvements de cet ordre-là. Une dimension aussi fondamentale, c'est le fait que la jonction se soit faite, ou la désectorisation, dirait-on, à la suite de Michel Debrye, entre des mobilisations qui auraient pu s'ouvrir et se clore en ordre dispersé, comme disait Pierre Bourdieu, mais qui finalement vont se rejoindre. Alors évidemment avec des attendus différents, il y a eu aussi des tensions entre le mouvement étudiant et par exemple le Parti communiste, évidemment, mais il y a cette grande grève de solidarité du 13 mai qui réunit des centaines de milliers de personnes en joignant en quelque sorte le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier. Et je crois que parmi les dimensions qui ont été découvertes plus tardivement par la recherche et qui sont non moins fondamentales de mai 68, c'est ces rencontres improbables, comme on dit des historiens comme Xavier Vignat ou Michel Zancarini-Fournel, entre des mondes sociaux qui étaient étanches auparavant, qui ne se croisaient pas, qui ne s'articulaient pas, comme le monde étudiant et le monde ouvrier, bien évidemment, mais ça va au-delà. Et cette gigantesque prise de parole, c'est aussi la prise de parole au-delà des frontières sociales, la transgression des frontières sociales, des barrières entre groupes professionnels. Il y a eu des refus de solidarité entre ouvriers et étudiants. On se souvient de l'image des étudiants qui arrivent devant l'usine Renault-Billancourt, qui était la forteresse ouvrière à l'époque, et qui voient les portes closes, alors qu'ils peuvent discuter par-dessus les portes avec un certain nombre d'ouvriers, mais qui ne sont pas accueillis à l'intérieur, parce que la CGT souhaite garder le contrôle des ouvriers en grève. Mais néanmoins, dans de multiples endroits, dans de multiples usines, dans de multiples facultés aussi, on sait maintenant un peu plus qu'il y a ces rencontres entre des catégories sociales différentes. Et ça, c'est une dimension fondamentale. Ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence des luttes, mais c'est pas comme ça qu'on qualifiait les choses à l'époque. La jonction, par contre, la solidarité étudiant-ouvrier était un thème très important. Donc ça, c'est une dimension qui a été passée sous silence pendant très longtemps et que la recherche, désormais, arrive à identifier un peu mieux. Alors les écrivains, c'est une chose intéressante. Alors à la fois, ils ne pèsent pas énormément sur la dynamique générale de la crise, puisque évidemment, c'est une poignée d'écrivains qui s'engagent, qui relèvent d'ailleurs plus des avant-gardes que du champ littéraire général, je dirais, et qui vont dans un premier temps agir comme des intellectuels, c'est-à-dire qu'ils vont signer des pétitions, publier des communiqués de soutien au mouvement étudiant et de critique de la répression policière, mais sur un mode d'action pétitionnaire qui est finalement un mode d'action traditionnel des intellectuels dans lequel ils engagent, et c'est ce qui fait l'efficacité d'une pétition, leur capital symbolique, leur renommée en fait. C'est ça qui fait le poids en fait d'une pétition. Le problème, c'est qu'à partir de la mi-mai, c'est-à-dire à partir de l'occupation des institutions culturelles, il n'y a plus d'extraterritorialité de la culture. La culture est interpellée par la contestation tout autant que tous les autres secteurs de la société finalement. Et par conséquent, il y a une sorte de destitution symbolique qui s'opère où toutes les autorités sont contestées, y compris les autorités symboliques, intellectuelles, etc. Vous ne pouvez plus vous prévaloir d'une renommée, d'une stature, pour parler plus fort et plus haut que les autres. Donc les écrivains sont amenés à ce moment-là à se faire les égaux en quelque sorte des contestataires, ce que Sartre fait très très bien dans un entretien avec Cohn-Bendit dans le Nouvel Observateur le 20 mai 68. C'est plutôt lui qui interviewe Cohn-Bendit que l'inverse. Mais ce qui pousse les écrivains à ne plus utiliser le modèle de la pétition, parce que c'est l'engagement de leur nom, de leur renommée, et ça c'est discrédité en quelque sorte. Ils vont plonger dans la mêlée et former des groupes. Alors on peut en énoncer très très rapidement deux.
Le 18 mai se crée à la Sorbonne un comité d'action étudiants et écrivains, qui est un groupe qui est animé par Marguerite Duras, Maurice Blanchot, Dionys Mascolo, des surréalistes, etc. Et qui va aller très très loin dans cette logique de sacrifice de soi comme auteur, au bénéfice d'une écriture collective et anonyme, impersonnelle, disent-ils. Ils appellent ça d'ailleurs un communisme d'écriture, qui vise à défaire les privilèges statutaires, disons, accordés aux auteurs, et à finalement faire surgir la parole des sans-paroles, en quelque sorte. Et il y a un autre groupe qui va emprunter un autre mode d'action, là on avait un comité d'action, mais qui va emprunter un autre mode d'action propre au mouvement, l'occupation. C'est l'Union des écrivains qui se crée en occupant, le 21 mai 1968, le siège de la Société des gens de lettres. Et l'Union des écrivains est un groupe assez intéressant dans la mesure où il va à la fois s'articuler à la contestation et en même temps entreprendre, comme tout un ensemble de secteurs professionnels d'ailleurs, toute une réflexion sur ce que c'est que, sur les pratiques professionnelles, et là en l'occurrence sur ce que c'est que l'écrivain. Et ils vont promouvoir en quelque sorte une nouvelle catégorie, enfin une vision nouvelle de l'écrivain comme travailleur, au même titre que tous les autres, c'est-à-dire exposé à l'exploitation et à l'aliénation au même titre que tous les autres travailleurs. Et c'est une dimension intéressante parce que c'est une question profanatrice. Le champ littéraire est un champ qui fonctionne à la dénégation de l'économie ou du caractère matériel des conditions de la création. Or, eux vont poser les questions profanatrices des conditions matérielles, économiques, fiscales, etc., de l'activité littéraire. C'est une manière de se saisir de ce grand mouvement de réflexivité qu'est 68 pour interroger l'identité d'auteur. On a publié un ouvrage qui s'appelle Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu aux éditions de l'Atelier, qu'on a coordonné à 3 avec Christelle Dormois-Rajramanan et Éric Neveu. Alors effectivement, c'est un livre qui regroupe 150 témoignages qui sont en fait sélectionnés sur une base de 315 témoignages que nous avons reçus à la suite d'un appel à témoignages que nous avions fait sur le site de Mediapart, dans les réseaux des éditions de l'Atelier, d'autres réseaux personnels, etc. Parce que nous souhaitions redonner la parole à ceux qui l'avaient prise en 68, mais qui n'ont pas eu l'occasion véritablement de dire leurs mots sur ce qu'a été cette expérience de mai 68. En tout cas de dire leurs mots publiquement et d'être entendus publiquement, parce que la mémoire, comme on le sait, de mai 68, la mémoire dominante de mai 68 a été captive en fait d'une poignée de commentateurs, d'anciens acteurs de mai 68 qui, à chaque anniversaire décennal, sont venus sur les plateaux, sur les tréteaux, pour dire voilà ce que 68 a été. Et les gens ordinaires, comme l'on dit, c'est-à-dire en fait ces inconnus qui ont fait 68, sont fondamentaux si on veut comprendre l'événement, parce qu'un événement critique de cette taille, c'est un événement critique qui déborde les mondes militants pour associer une multitude d'innombrables, d'anonymes, une masse d'innombrables qui se jettent dans l'événement et font la masse critique, la taille critique de l'événement. Et donc on s'est dit qu'il fallait aller voir du côté de leur vécu, de leur manière de la façon dont ils s'étaient engagés en mai 68 pour comprendre un peu mieux l'événement. Et ce qu'ils nous disent, c'est évidemment plein de choses. D'abord, à quel point c'est un événement dans lequel les affects étaient quand même très importants, les sensibilités étaient engagées. C'est ce qui fait aussi que l'événement a profondément marqué pas mal de personnes. Alors il raconte des anecdotes, il raconte des faits un peu plus importants, il raconte finalement l'infime et le grandiose de l'événement, et c'est aussi l'une des dimensions intéressantes du recours à ces témoignages, c'est que ça donne une idée un peu plus claire de la texture de l'événement, qui est fait à la fois de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Ça donne aussi une idée un peu plus claire de la chair concrète de l'événement, au sens où nous avons des individus qui racontent comment, dans leur vie personnelle, l'événement est venu percuter en fait leur quotidien. C'est une chose dont ils se souviennent en général assez précisément. Et ça donne une idée, je crois, assez intéressante du degré de profondeur auquel l'événement a pénétré dans les vies personnelles des individus et d'ailleurs les a, pour certaines en tout cas, profondément transformés. Parce que ce que racontent pas mal de nos témoins, ce sont des trajectoires d'émancipation ultérieures, c'est-à-dire comment l'événement en fait les a déterminés à subvertir ce qui pouvait être le destin social ou professionnel par exemple, auquel ils s'étaient préparés en quelque sorte. On a par exemple des trajectoires de femmes qui, notamment je me souviens d'un témoignage particulièrement émouvant,
d'une femme qui a le sentiment de végéter dans sa vie personnelle. Elle, c'est une femme au foyer, une mère de famille, et qui va en fait aller à Toulouse. Elle habite dans les faubourgs de Toulouse, à 10 km, faire du stop pour se rendre à Toulouse. Et là, en fait, elle va prendre langue en quelque sorte avec un groupe de femmes qui va parler de la condition féminine, etc. Et en fait, ça va la déterminer. Ceci, plus l'ambiance générale d'émancipation qui caractérise l'événement, tout ça va la déterminer à reprendre sa vie en main, à définir, déterminer son avenir, et par exemple à reprendre ses études envers et contre tout, parce qu'elle élève ses enfants, c'est très difficile, et finalement à conquérir son indépendance financière. Ça, c'est un exemple, mais on en a quantité d'autres, différents les uns des autres évidemment, mais qui attestent la force émancipatrice de l'événement, sur des trajectoires de longue durée. Quand on se pose la question des effets de 68, on la pose souvent, cette question-là, de façon trop stratosphérique ou en surplomb, ou trop générale en quelque sorte. En fait, les effets sont à mesurer dans les vies personnelles des individus. Et le recours au témoignage de 68 heures ordinaires permet en fait de saisir, à la suite d'autres travaux comme ceux de Julie Pagis par exemple, cette force d'émancipation. Alors, à l'heure actuelle, on est contemporain aujourd'hui, là, en 2018, d'un mouvement social assez important qui mobilise dans des mobilisations séparées ou dans des mobilisations conjointes des catégories qui sont très différentes, comme les étudiants et les cheminots, par exemple. Mais aussi les personnels hospitaliers, enfin, les personnels de santé de manière plus générale. D'une certaine manière, ça fait penser à ces tentatives de désectorisation, de connexion, de mobilisation diverses qui ont eu lieu en mai 68. Je crois par ailleurs que l'une des dimensions qui était structurante finalement dans l'avènement de 68, c'était le sentiment d'un monde un peu insupportable. Alors pour des raisons très différentes du sentiment qu'on pourrait avoir aujourd'hui d'un monde insupportable. Les carcans moraux, sociaux étaient beaucoup plus prégnants et finalement contraignants à l'époque qu'aujourd'hui. En revanche, la situation économique est radicalement inverse. Les 30 Glorieuses n'étaient pas glorieuses pour tout le monde, hein. Les ouvriers avaient des conditions de travail très déplorables en 68. On condamnait les cadences infernales, les conditions de travail, l'aliénation au travail, la répétition des tâches à la chaîne, tout ça était très très important. D'ailleurs ça demeure aujourd'hui dans une large part, les conditions de travail sont toujours déplorables, mais il y a un élément structurel en plus qui est le chômage de masse. Ce qui donne une coloration plus inquiète peut-être aux mobilisations d'aujourd'hui. Je pense aussi qu'il y a une différence dans l'attitude du pouvoir, c'est-à-dire que finalement le pouvoir a bien appris de 68 quant à la façon dont il faut gérer des mouvements sociaux et quant à la façon dont il faut maîtriser véritablement la communication pour délégitimer en amont les contestations. Par exemple en disant que en mettant en avant le statut de cheminot comme un statut insupportable, etc. Donc on voit qu'il y a des éléments qui pourraient faire penser à 68, néanmoins, évidemment, ça n'est pas très productif. Ça ne produit pas énormément d'intelligibilité que de vouloir nécessairement comparer avec mai 68 parce que chaque époque, 86 pour le mouvement lycéen, 95 les grandes grèves des transports publics, 94 les grandes grèves contre l'insertion professionnelle, contre le CPE en 2005-2006, toutes ces mobilisations-là ont leur actualité propre, leur manière de faire propre et peut-être aussi leur débouché propre. Donc je crois que 68 est mobilisé, d'ailleurs parfois, hein, on a des slogans, il y a un slogan qu'on trouve sur un certain nombre de murs, en tout cas dans mon quartier, qui provient probablement de la France Insoumise, mais 2018 et mai 68 enchâssés l'un dans l'autre. Il y avait aussi sur le site Lundi Matin, il y a quelques semaines, au début des grèves, vous allez regretter 68, sur le mode on va faire quelque chose de plus gigantesque encore que mai 68. Donc il y a des références qui sont faites à mai 68. Mais c'est des références qui ne visent pas et ça n'aurait d'ailleurs pas beaucoup de sens, à dire nous voulons refaire un mai 68. C'est plus la convocation d'un moment de l'histoire où le mouvement social a gagné.
quelque chose, pas tout ce qu'ils demandaient. Évidemment, les résultats des négociations de Grenelle sont très en deçà d'un certain nombre de revendications plus radicales, notamment de critiques de l'organisation du travail, de désirs d'autogestion, etc., qui existaient en 68. Mais néanmoins, il y a eu l'idée quand même que ça avait été un mouvement social victorieux, puisque le pouvoir avait dû céder, le patronat et le gouvernement, à un certain nombre de revendications. Donc je pense qu'on convoque comme ça peut-être un moment de victoire pour se donner aussi du courage dans une situation contemporaine qui est quand même très adverse, il faut le reconnaître. Voilà. Mais évidemment, je pense que 68 agit beaucoup moins comme un modèle, ça n'aurait pas de sens, encore une fois, que comme un réservoir de possibles, un réservoir critique, en quelque sorte, critique d'insubordination, finalement, à l'ordre dominant.